chiffres. Pour moi, le trail running, c'est pas les chiffres, c'est l'exploration des massifs, des régions. Et j'ai peur que ça change ça. Comment ça va justement après la course d'hier et qu'est-ce que ça t'a fait de retrouver la compétition après tout ce temps et la victoire? Oui, hier c'était spécial déjà parce que l'an dernier, j'ai pas fait de compétition internationale, j'étais blessé la plupart de l'été, donc c'était spécial de retrouver la compétition, mais aussi sur une place comme Zegama c'est une course très particulière avec l'ambiance qu'il y a avec tous les spectateurs, ça fait une symbiose qui est incroyable. Et mis à part de ça, physiquement, je m'étais bien préparé, j'avais fait un bon entraînement pendant l'hiver, pendant le printemps. Et du coup, j'ai pu retrouver mes meilleures sensations en compétition. C'est une chose ça fait plaisir. Après des années, ça faisait 17 ans de ma première participation à Victoire à Zegama et voir que 17 ans après, j'arrivais à trouver des meilleures sensations, c'est une chose qu'on voit qu'on peut toujours améliorer, on peut toujours trouver des façons de s'entraîner qui sont mieux. Et justement, ça fait donc 17 ans que tu gagnes régulièrement là-bas. Est-ce que le plaisir à courir évolue? Tu cherches plus forcément les mêmes choses ou c'est toujours tu cherches à aller encore plus vite, à gagner? Enfin, qu'est-ce qui te motive à retourner tout le temps, régulièrement sur ces courses-là? La motivation, elle évolue. Je dirais qu'au début de la carrière, peut-être c'est plus une recherche de résultats, de faire un bon résultat, de faire un bon temps, de gagner la course. Et après, avec les années, cette motivation, elle est passée peut-être plus à la recherche soit des sensations, à chercher soit les limites que je peux avoir, soit une recherche, pas dans la compétition, mais dans des projets plus en montagne. C'est la recherche de trouver une certaine esthétique dans l'activité, dans une exploration, soit interne ou externe. Mais donc, même si peut-être sur une course, on peut dire on fait la même course, on fait un temps similaire, on peut jouer à la victoire. Mais la recherche, elle est vraiment différente au début de ma carrière et aujourd'hui. Ok. Et justement, tu parles de ces projets un peu plus longs et en dehors des compétitions. Tu avais annoncé il y a quelques mois au mois de septembre, que tu allais te consacrer à un projet un peu plus dans ce genre-là. Est-ce que tu peux en dire plus ou pas encore? Ouais, pas encore beaucoup, non, mais c'est surtout parce que en fait, les projets en montagne comme ça dépend tellement des conditions. Et ouais, j'aime l'expliquer une fois c'est fait, parce qu'avant, c'est juste parler pour parler. Et par exemple, l'an dernier, quand j'ai fait cette traversée dans les Pyrénées, j'ai décidé 2 semaines avant d'y aller parce qu'il fallait qu'il y ait plein de choses qui s'alignent. Et puis, même pour imaginer le projet, il fallait s'adapter aux conditions. Je pense que, surtout en montagne et aussi avec tous les changements qu'il y a aujourd'hui, il ne faut pas essayer de mettre ce qu'on veut faire sur le terrain, mais au contraire, regarder le terrain et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'il nous offre. Ok. Et est-ce que justement aujourd'hui c'est ce type de projet-là en montagne qui te procure le plus de plaisir ou qui sont un peu tes objectifs entre guillemets principaux sur une saison, ou pas forcément, ça reste aussi l'enchaînement des courses? Oui, il y a un peu tout. Il y a le côté. Je pense que la compétition, c'est une très belle excuse pour s'entraîner bien. Parce que si tu as des courses importantes, tu sais que les rivaux, ils s'entraînent, ils sont bien. Donc du coup, ça te met un peu la pression pour t'entraîner mieux, pour essayer de performer. Et c'est simple, c'est primitif, mais ça marche. Et d'un autre côté, c'est vrai que les projets en montagne, ces enchaînements, ça permet d'aller, de chercher des limites qui sont plus profondes. En compétition, au bout d'un moment, je pense qu'on apprend à se connaître, à savoir comment il faut s'entraîner, à savoir comment on doit faire la stratégie de la course pour performer d'une certaine façon. Et ces projets en montagne, beaucoup de fois,
parce que ouais, on cherche des choses qu'on ne sait pas si on est capable de faire. Et vraiment, il faut aller chercher très profondément sur des limites, soit physiologiques, soit psychiques, pour les aboutir. Et ça, c'est vrai que ça c'est pas que ça me motive plus, à les faire, ça me transforme plus, ça m'apporte beaucoup plus d'émotions, ça m'apporte beaucoup plus de changements aussi. Ok, et est-ce que justement dans ton aventure dans les Pyrénées là, à l'automne dernier, tu as pu explorer un peu ces limites? Est-ce que tu peux nous en parler? Je ne sais pas si tu as des exemples concrets de limites que tu as approchées que tu ne connaissais pas. Oui, dans la traversée des Pyrénées, c'est sûr que déjà c'était l'expérience, je pense, la plus dure que j'ai pu faire. Je pense que c'était la conséquence de journées de 20, ouais, la moyenne dans 8 jours, c'était 20 heures d'activité et 4 heures de repos, donc de sommeil, plus manger, tout ça. Donc vraiment, c'était beaucoup d'heures en montagne sur des parcours qui étaient compliqués, donc il fallait être toujours très attentif pour pas tomber, pour chercher les mouvements, pour chercher la route. Et puis il y avait un côté, je ne connaissais pas la route, donc c'était la découverte du jour. Et avec cette découverte, il y avait beaucoup de moments que je m'attendais à une chose et c'était complètement différent. Donc c'était l'adaptation aussi à la frustration, à la douleur, parce qu'au bout de beaucoup de jours, j'avais mal partout, j'avais mal même aux mains de grimper, aux pieds de marcher, à tout le corps. Et la fatigue de ne pas dormir, j'avais des hallucinations, des déjà-vus et tout. Donc vraiment, je suis allé tirer sur physiquement de continuer à marcher quand le corps il disait je suis très fatigué. Et de l'autre côté, mentalement, de continuer à trouver des problèmes et chercher des solutions en même temps. Ouais. Ok. Dans ta saison là, qui arrive, tu n'as pas prévu de faire d'ultra trail. Pourquoi tu as pris cette décision? Est-ce que c'était. Voilà, pourquoi tu as pris cette décision? Oui, l'idée c'était, bon, déjà, je voulais faire des courses courtes comme Zegama, Sergina, d'autres courses de ces formats-là, parce que ça, je trouve qu'au niveau compétition, c'est plus intéressant dans le côté qu'il faut être plus précis à l'entraînement pour arriver bien à ces courses. Il faut être un peu plus en forme, plus affûté. Et de l'autre côté, l'idée c'est de faire un projet, un long projet, donc l'ultra trail. On dirait c'est comme dans les Pyrénées par exemple, c'est pas un ultra trail en compétition, mais l'effort c'est un peu similaire, mais beaucoup plus long. Donc je vais retrouver un peu cette sensation pour explorer un peu l'ultra trail, mais XXXL. Ok. Et je voulais revenir maintenant sur, on en a parlé au début d'année, la lettre que vous avez envoyée à d'autres trailers concernant l'UTMB et en leur demandant peut-être de repenser leur participation. Et tu expliquais dans la lettre, vous expliquiez que qu'il y a les valeurs peut-être de l'ultra trail étaient peut-être menacées par des grosses courses comme l'UTMB. Pour toi, c'est quoi justement ces valeurs de l'ultra et comment l'UTMB ça y répond plus forcément? Oui, non, je pense, et on est dans un moment que le monde du trail running il est en train d'évoluer très rapidement. Et on voit comment les différents partis, donc les coureurs, les fédérations, les organisateurs des entreprises privées, des organisateurs plus bénévoles, en fait, c'est un puzzle que c'est quand même difficile parfois à être un peu lié quand il y a ces grandissements. Et toutes les pièces, elles sont importantes, parce que si on veut grandir comme sport, il faut qu'il y ait des courses comme l'UTMB qui apportent beaucoup d'images, mais aussi qui peuvent prendre beaucoup de monde sur ces courses, sur le circuit. Il faut des courses comme Zegama ou comme autres qui sont organisées par des bénévoles. Il faut des fédérations qui régulent donc tout ce qui est antidopage, tout ce qui est les régulations par rapport à l'environnement, par rapport
au fair play entre les athlètes, il faut aussi côté des marques, des athlètes. Donc je pense qu'il faut que même si on a des visions différentes, et toutes elles sont valables et toutes elles sont positives, mais il faut qu'on ait des bases qui sont ensemble. Et c'est vrai qu'avec l'évolution de l'UTMB les dernières années, je pense qu'il y a eu des choses que pour beaucoup de coureurs, ça a surpris. Et bon, je pense qu'il y a des enjeux environnementaux par rapport bon, il y a eu des questions de sponsoring, il y a eu des questions d'enjeux environnementaux des événements, il y a eu aussi des questions des acquisitions de courses pendant le circuit, dans des communautés qui étaient très fortes au niveau bénévole. Et en fait, à la fin, je pense que c'était difficile à s'exprimer comme coureur, soit des coureurs professionnels, mais aussi des coureurs amateurs vis-à-vis. Et du coup, je pense que tout ça a servi pour entamer des discussions qui sont positives. Finalement, je pense que le plus important, c'est de continuer à travailler ensemble pour la construction du sport du futur. Et en sachant que toutes les pièces sont importantes, qu'il faut qu'on soit aligné de retrouver ces formes de communication. Ok. Et est-ce que tu penses que tu reviendras sur l'UTMB un jour ou pas pour l'instant, c'est pas trop dans les plans? Oui, c'est une course que j'adore. Le parcours, c'est beau, c'est logique, c'est faire le tour à une belle montagne. C'est une belle organisation. Tout ce que tu ressens avec tous les villages, avec les bénévoles, c'est quelque chose de très belle. Même si on a des points de vue différents ou très différents sur certaines choses, je pense qu'on a plus de points en commun que de points de discrétion. Et c'est vrai que c'est une course que, pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, ou peut-être oui, mais c'est une course que j'aimerais bien refaire au futur. Ouais. Ok. Et justement, tu parlais des questions environnementales. Toi, tu es assez bavard là-dessus et sur les réflexions entre athlètes de haut niveau qui pratiquent un sport nature et en même temps, c'est un sport qui t'amène à prendre l'avion régulièrement. Comment tu concilies ça, ta vie d'athlète de haut niveau et en même temps tes questions d'impact environnemental? Comment tu gères? Oui, il y a toujours des contradictions, ça c'est sûr. Il faut trouver des points où on se sent d'une façon un peu en cohérence avec ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Et je pense déjà dans le moment de la carrière où je suis que je peux faire le choix de mes calendriers, par exemple, dire je ne vais pas faire un calendrier avec 20 courses à l'international où je prends beaucoup l'avion. J'ai fait mes choix avec 1-2 compétitions qui demandent un voyage et le reste, j'ai fait des courses locales pour limiter les émissions par rapport au transport. Mais ça, c'est des choix individuels que je peux faire parce que ma situation, elle me le permet. Et de l'autre côté, il faut travailler pour que dans le futur, pour les coureurs jeunes, ils ne doivent pas faire ces choix, que ça soit une chose que les circuits, les organisations, les fédérations, elles pensent à des circuits dont l'empreinte carbone, elle est comptée sur quand ils dessinent les circuits par rapport au voyage, par rapport à la création des équipements, par rapport après il y a tout le côté communication, par rapport à encourager des personnes à faire des compétitions à l'international ou plus locales. Donc je pense qu'aujourd'hui, individuellement, j'essaye de créer un calendrier qui me permet de ne pas voyager beaucoup et de l'autre côté de travailler soit avec la fondation, soit en discutant avec des organisations, des fédérations ou avec Normal, avec la marque, de comment on peut influencer les différents acteurs du trail running pour faire que toute l'industrie du trail running elle soit plus cohérente avec les valeurs du sport et avec la préservation de l'endroit qui nous donne qu'on aime et qui finalement aussi
il nous permet de pratiquer nos sports. Et toi, justement, les conséquences du changement climatique, c'est quelque chose que tu as pu observer tout au long de ta carrière, enfin, tu les observes concrètement? Oui, les changements qu'on voit aujourd'hui, je pense qu'il y a les plus visibles, c'est les glaciers. C'est une chose qu'on voit d'année en année, comment ils diminuent de volume, comment ils se cassent, comment avec la chaleur aussi, le permafrost, il produit des changements, pas que dans la glace, mais dans les rochers en montagne. Mais aussi dans les écosystèmes, on voit que la végétation elle monte en altitude, donc les écosystèmes ils continuent à monter, donc les espèces qui habitent dans cette région, elles sont plus hautes, donc elles ont moins d'espace. On voit des changements plus au niveau de la météorologie dans des régions. Donc ça c'est une chose qu'en allant en montagne tous les jours, toute l'année, toutes les années, on voit les changements, pas dans des décennies, mais d'année en année, on voit tous ces changements. Ok. Et est-ce que, ça va être dans ma dernière question, est-ce que tu penses que la communauté du trail, enfin les trailers en sont quand même de plus en plus conscients, ou il y a quand même chez certains toujours une logique un peu de consommation de la montagne qui n'est pas forcément celle que toi tu prônes? Non, je pense qu'il y a de plus en plus de conscience. Et dans les sports outdoor, dans le trail, peut-être un peu plus que dans la société en général, mais dans toute la société en général, je pense qu'il y a de plus en plus de conscience. Mais on est dans un monde qu'on a ces connaissances-là, on sait qu'on a des problèmes, on commence à savoir quelles sont les actions qu'on doit faire, les solutions, mais on ne passe pas souvent à l'action. On voit qu'il y a quand même cette division entre le savoir et le faire. Et là, je pense que ça, c'est le gros challenge qu'on a devant. C'est de trouver, et c'est parce que c'est des changements quand même du système. Il faut qu'on apprenne à consommer d'une autre façon, qui va changer l'industrie, qui va changer toute l'industrie, parce qu'on doit trouver des business models qui sont différents. Alors, on doit trouver des façons de bouger, des façons de consommer qui sont différentes. Et pour ça, il faut des changements de structure et qui nous font peur, je pense, parce que on est, les hommes, mais aussi tous les animaux, on est plus confortable avec ce qu'on connaît qu'avec ce qu'on ne connaît pas. Même si ce qu'on ne connaît pas, c'est mieux et c'est peut-être plus confortable, c'est mieux pour la santé, c'est peut-être mieux pour le bien-être aussi émotionnel. Mais la peur de ne pas savoir, ça nous fait, ça nous fait peur d'agir. Et je pense qu'on est dans ces moments aujourd'hui. Ok. Et dernière question qui concerne les JO. Tu t'étais déjà positionné un peu, pas hyper favorablement pour l'arrivée du ski alpinisme aux JO d'hiver dans 2 ans. Il y a aussi des réflexions sur potentiellement l'entrée du trail un jour aux Jeux. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Oui, en fait, j'aime le sport déjà, je suis passionné de tout le sport, j'aime regarder le cyclisme, l'athlétisme, et les JO, c'est un moment c'est un moment de partage du sport que, comme fan, comme spectateur, j'adore de voir. Par contre, j'ai aussi vécu, j'ai vu dans le passé, comme par exemple les JO ont changé le sport du mountain bike, du VTT, qui était un sport nature, un sport exploration, et qui est passé à un sport dans un circuit artificiel, dans une ville. Donc c'était l'artificialisation du sport qui, du coup, a perdu une partie. Aujourd'hui, il y a les compétiteurs et puis il y a les personnes qui font du VTT en nature. C'est séparé. Et on commence à voir la même chose dans le ski alpinisme, qu'il y a le sprint, la discipline avec des athlètes qui sont très performants, qui s'entraînent à ça. J'adore voir les courses. Mais ça cassait avec ce qui est le ski alpinisme, les amateurs, les personnes qu'on aime aller en montagne. C'est des circuits logiques comme ça. Et j'ai peur que ça fasse la même chose dans le trail running, qu'on arrive à faire des circuits artificiels, ou même s'ils ne sont pas artificiels, qui n'ont pas de logique. Une course comme l'UTMB, sans logique, c'est le tour d'une grosse montagne, ça a une histoire, et sans logique de faire ces parcours. Dans une autre montagne, peut-être le parcours, c'est pas faire le tour, c'est monter, descendre, c'est
Relier des villages, toutes les courses qu'on connaît aujourd'hui, elles ont une logique par rapport au terrain dont elles sont faites. Et j'ai peur qu'on dise le trail running c'est 50 km avec tant de mètres de dénivelé, qu'on fasse des circuits sans sens pour reprendre ces chiffres. Pour moi, le trail running, ce n'est pas les chiffres, c'est l'exploration des massifs, des régions. Et j'ai peur que ça change ça.